Bonjour à toi, cher spectateur, qui a potentiellement peur de perdre ton emploi, qui te pose beaucoup de questions quant à la société dans laquelle nous vivons et qui te demande à quoi tu serais capable de céder ou de faire si on te donnait l'opportunité de récupérer un travail mais que tu avais des concurrents. Et bienvenue donc dans la vidéo autour du nouveau film de Park Chan-wook qui se nomme Aucun autre choix. L'histoire. Mansu a une vie particulièrement paisible. Il vient de recevoir une prime avec sa famille, il est heureux, il fait des grands repas où ils font des gros cochons grillés en plein milieu du jardin d'une somptueuse résidence qu'il a depuis qu'il l'a rachetée alors qu'elle appartenait à son père quand il était plus jeune. Mais du jour au lendemain, il se fait licencier. Parce qu'il y a des Américains qui ont décidé de racheter sa boîte et que voilà, il faut faire partir les anciens. Et à partir de là, va commencer un long chemin de croix pour Mansu pour essayer de retrouver un boulot dans l'univers qu'il maîtrise, soit celui du papier. Et je ne vais pas vous dire grand chose de plus parce que tout le reste du film, c'est comment est-ce qu'il va faire pour essayer de retrouver un emploi. Et pour en parler avec moi, quel plaisir de te retrouver, Vincent, depuis le temps, parce qu'on ne s'est pas revu depuis mai. Depuis mai, oui, Depuis mai 2025, ça fait quand même un sacré petit moment. Un sacré petit moment. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Content d'être avec toi pour parler de ce nouveau Park Chan-wook. Bah oui, parce que Park Chan-wook, mine de rien, ça faisait quand même un petit moment qu'il ne nous avait pas offert de long métrage de cinéma. Ça fait plaisir de le retrouver, d'autant plus avec Lee Byung-Hun, qui est tout de même un acteur qui a pas beaucoup travaillé avec lui, je crois. Il a surtout travaillé avec Bong Joon-ho et avec Kim Ji-woon. Oui. C'est surtout un acteur qui a bossé avec ces deux personnalités-là, qui sont quand même des personnalités influentes du cinéma sud-coréen. Il est surtout connu dernièrement pour avoir pété auprès du grand public, puisque les cinéphiles le connaissent depuis longtemps grâce à la série Squid Game. Oui, tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que le film a droit à une aussi jolie distribution en salle. C'est parce que le distributeur s'est dit, tiens, tout le monde connaît maintenant cet acteur, eh bien allons-y, on va sortir le film. Park Chan-wook, moi personnellement, c'est un cinéaste que je pense, comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert avec un petit film pas très connu, qui est sorti en 2003, que Quentin Tarantino a récompensé lors du Festival de Cannes dont il était le président du jury, et qui est un peu devenu un classique pour toute une génération, et je crois qu'il s'appelle Le Vieux Monsieur, si je ne dis pas de bêtises, ou Old Boy. Donc à partir de là, Park Chan-wook, c'est clairement devenu un cinéaste qui était à suivre. Moi personnellement, je vous qu'ensuite, que ce soit Stalker ou que ce soit Mademoiselle, c'est un cinéaste que je trouve particulièrement intéressant dans sa manière de concevoir le 7e art et dans sa manière de jouer avec le cinéma. Mais c'est aussi un cinéaste déroutant parce qu'il joue avec plein de genres, plein de tonalités, plein de possibilités du 7e art. Et parfois, je pense que ça peut un peu décontenancer pas mal de spectateurs qui s'attendraient à revoir une espèce de suite logique à sa trilogie de la vengeance. Alors qu'en fait, Park Chan-wook, il a envie d'expérimenter plein d'autres choses. Et pas uniquement de faire Old Boy, Letty Vengeance ou Sympathy for Mr. Vengeance, non. Il avait envie de faire des trucs beaucoup plus variés. Et c'est ainsi qu'avec Aucun autre choix, il se pose dans ce qu'on pourrait appeler le thriller social satirique. Tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Ce qui est quand même un genre très particulier, mais vous allez me dire, au vu de la société dans laquelle nous sommes actuellement, je pense pas que ça fasse du mal aux spectateurs d'avoir un personnage qui se batte pour avoir un emploi, quitte à aller un petit peu trop loin. Bref, j'en dis pas trop. Je me tourne vers toi, Vincent. Qu'as-tu pensé de Aucun autre choix? Eh bien, écoute, tu as bien résumé un peu mon avis aussi sur Park Chan-wook qui mêle beaucoup de genres. Et là, il nous prend avec ce côté, on va dire, comédie macabre entre l'humour noir et la critique un peu capitaliste comme ça. Écoute, j'ai trouvé ça pas mal, surtout visuellement, je trouvais ça vraiment très intéressant. Après, j'ai été un peu mis de côté par rapport à l'histoire, que je trouve un peu longue. Je trouve ce côté 139 minutes, il me semble, pour raconter l'histoire est peut-être un peu longue. Et je ne me suis pas forcément identifié au personnage, par ce côté un peu burlesque de l'acteur principal. Et toi, mon ami? J'ai trop kiffé. Non, en fait, ce que je trouve galvanisant, c'est que Park Chan-wook, il a réussi à concevoir un film qui non seulement allie avec beaucoup de justesse justement la dureté et la brutalité de notre époque, et c'est assez intéressant d'avoir le regard d'un Sud-Coréen par rapport à cette idée de la société, parce que c'est vrai que dans la société asiatique de manière globale, la perte d'emploi est souvent vécue comme quelque chose de particulièrement tragique. Et je vous invite à regarder les statistiques au Japon, mais il y a malheureusement, notamment dans cette culture, un fort taux de suicide en fait lorsqu'il y a des licenciements. Ce qui montre qu'on n'a pas forcément tous la même approche justement par rapport à la perte d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est que Park Chan-wook a décidé de prendre ça de façon très cathartique et très directe et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen
de jouer avec ça. De faire en sorte d'embarquer le spectateur dans un film où il se pose quand même des questions profondes sur la société, sur la manière d'aborder la famille et la relation qu'on peut avoir avec nos proches lorsqu'on perd un emploi, et en même temps de rigoler un bon coup. De se dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, possiblement, si on était dans une situation où on aime tellement un boulot et on est tellement accroché à celui-ci, que la seule idée de travailler dans un autre domaine nous ferait peur et nous foutrait des nuits blanches totales, et qu'on serait prêt à aller un tout petit peu trop loin pour vouloir retrouver un emploi. Ouais, je comprends. Et j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que, comme tu dis, visuellement, c'est un film qui est très créatif, mais honnêtement, j'en attendais pas moins de la part de Park Chan-wook. Mais au-delà de ça, je trouve que tout du long du film, il arrive à trouver des moyens et des logiques dramatiques pour faire en sorte de rebondir et de nous embarquer dans un récit qui, même si, tu as raison de le spécifier, il est peut-être un petit peu trop long. Je trouve notamment que les 25 dernières minutes tirent un peu sur la corde et ont tendance à abuser. Mais le reste du temps, moi, j'étais totalement happé et je me suis complètement laissé avoir par cette histoire. Moi, c'est vrai que j'avais énormément aimé son dernier en date, 2022, Decision to Live, que j'avais trouvé vraiment très bien, tant visuellement que narrativement. Et en fait, je suis rentré dans Aucun autre choix sans savoir que ça allait être une comédie dramatique, entre guillemets, ou cette comédie satirique, humour noir. Et c'est ce côté où je m'attendais plus à un drame, où cette violence elle allait surgir un peu à l'instar d'un Tarantino, où il y allait avoir des meurtres, etc. Et je ne m'attendais pas à l'humour comme ça. Et là, ce personnage qui fait beaucoup preuve d'amateurisme, d'imprudence, voire de niaiserie par moment, dans ses choix et dans ce qu'il va commettre, et moi j'ai été un peu de côté en fait. Je voyais pas trop où il voulait nous venir, même si c'est bien amené, même si j'ai bien aimé ces scènes, surtout la première où il est avec le premier qui va devoir tuer. J'arrivais pas à rentrer dedans et je trouve que Gavras, parce que c'est un remake du film de Gavras, je trouvais qu'il arrivait mieux à le faire, ce côté dramatique. Et là, c'est ce côté humour qui pour moi me dérange un peu, mais je comprends, ça ressemble... Pour le coup, je trouve que ça ressemble beaucoup à Parasite, un peu dans ce côté fable sociale, avec toujours une pointe d'humour qui vient libérer en fait le drame. Mais je n'ai pas été très fan de Parasite non plus. Ah, voilà, c'est pour ça. Ce qui fait que je reste en dehors. Tu fais donc partie de cette catégorie de personnes qui n'aiment pas Parasite. Tout à fait. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Les rares personnes. Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à aborder. Donc à la base, il y a un roman écrit par Donald E. Westlake, qui a donc, comme tu l'as dit, été déjà adapté au cinéma par Costa Gavras, dont d'ailleurs le film est dédié. Oui. Tout de même. Le scénario est donc écrit par Don McKellar, par Kyung-mi Lee ainsi que par Park Chan-wook. Moi, personnellement, je fais partie de cette catégorie de personnes qui aiment lorsqu'un cinéaste prend une œuvre qui, justement, est très noire et très macabre, et choisit de lui donner une tonalité qui permet au film de gagner en relief. Ok. Et... T'as des exemples? Oh bah... Alors, comme ça, pas forcément. Ouais. Mais c'est vrai que dès le moment où on choisit de prendre une base dramatique qui, je trouve, est très glauque, et de lui insuffler un petit truc, un petit quelque chose qui fasse que les codes qui devraient l'enfermer dans une certaine catégorie font que ça ressorte. De manière globale, le cinéma de Park Chan-wook est un petit peu dans cette catégorie-là, parce qu'on pourrait remonter jusqu'à Old Boy, mais par exemple Decision to Live dernièrement était aussi un film qui avait un côté très premier degré et assez triste, voire macabre, mais arrivait toujours à trouver des teintes de décalage ou entre guillemets de lumière pour faire en sorte que le récit décolle un petit peu. Et, en tout cas, gagne en relief et en subtilité du coup par ce jeu subtil des genres et de mélange en fait des tonalités qui fait que tu te retrouves pas uniquement devant un drame, un thriller ou un polar, tu te retrouves ici devant une comédie, une satire, un film tragique, un drame social, un film sur la crise familiale également. Enfin, c'est un film qui est très intelligent et je trouve que les trois scénaristes, donc en prenant cette base qui est quand même un homme qui perd son emploi et qui décide de, entre guillemets, tout faire pour en retrouver un, et ben sur le papier tu pourrais te dire ouais bon bah ça va être hyper glauque, ça va être noir, bah comme le fait Gavras. Gavras quand il a choisi de l'adapter ce film, rappelle-nous le titre français du film de Gavras. C'est comme le bouquin, c'est Le Couperet. Le Couperet, c'est ça. Le Couperet, je sais pas si vous l'avez vu, Le Couperet c'est glauque. C'est lourd, c'est intense, c'est prenant, ça nous chope à la gorge et lorsqu'on arrive dans les dernières minutes, on n'est vraiment pas bien. C'est vraiment très très noir le Couperet. Il y a très peu de place en fait de la part de Gavras qui est donnée à une forme de légèreté, ou si ce n'est de légèreté, en tout cas de satire. Tout à fait. Et moi j'aime le fait que Park Chan-wook avec McKellar et Lee se soit dit amenons un petit peu de relief, amenons des instants où au contraire ce personnage c'est un être humain. Et un être humain ne peut pas être calculateur, glauque, noir et sans vie. Il va forcément avoir un petit peu de vie. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Tu vois, là où toi, tu as eu des difficultés avec Mansu, moi, c'est un personnage que j'ai trouvé hyper attachant et en même temps très drôle et pathétique.
Ok. mais Mhm. parce que c'est un être humain. Est-ce Oui, que oui, je vois moi, ce que tu veux dire. demain, si jamais je me retrouvais dans cette situation-là, j'allais être différent de lui? Je Peut-être suis pas. pas Hein. Oui, sûr. peut-être pas. Je suis pas Mhm. sûr. Et Oui, moi, je comprends. personnellement, c'est ce qui m'a fait complètement adhérer au film, c'est que je trouve que Mansu est un être humain profondément sincère. Oui, c'est vrai, non, non, mais il joue très très bien. Et c'est vrai que son personnage est bien écrit. Et je dis pas le contraire. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment quelqu'un de lambda. C'est pas le samouraï de Delon qui tue ses personnages comme ça. Oh non! Mais il y a ce Et c'est pas côté non où, plus Daniel Auteuil. Non, non, voilà. non. Mais il y a ce côté où je trouve qu'il est vraiment dans ce côté amateuriste qui fonctionne en fait par le biais de l'humour, mais qui moi m'a laissé un peu pantois en fait, qui m'a laissé sur le carreau parce que je voyais pas vraiment où ça voulait aller. Et surtout cette suite de meurtres là où il en choisit que trois par Chan-wook. Alors je crois que dans le bouquin et dans le film de Gavras avec José Garcia, il me semble que c'est 6 si je dis pas de bêtises. Mais là, on sentait que après un, deux meurtres, il n'y avait plus grand chose à raconter. Je trouvais que il manquait d'impact sur les scènes, même pour l'évolution des personnages. Je sais pas si tu l'as ressenti, toi qui as vraiment plus aimé le film que moi. Je trouvais que chaque scène de meurtre, entre guillemets, n'avançait pas l'intrigue ni l'évolution du personnage. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. Alors, bizarrement, j'ai trouvé au contraire qu'il y avait une évolution, mais une évolution très intelligente. Ok. C'est-à-dire que je trouve que Mansu, en fait, au fur et à mesure qu'il avance dans sa quête, entre guillemets, pour Ouais. retrouver un emploi, se met à commettre les mêmes erreurs que ses victimes. Et en fait, c'est ça qui me plaît beaucoup dans la manière avec laquelle il a structuré son récit. C'est-à-dire que sur le papier, généralement, vous prenez le cas typique de l'être humain lambda qui perd son emploi. Il va jouer avec des jeux d'argent. Oui. Il va tromper sa femme. Il va commettre peut-être des abus en termes d'alcool ou de drogue et Ça. autres. Et Il y a cette scène quand même. l'intelligence du film, c'est justement de s'amuser de ces éléments-là Oui. pour construire un récit qui fasse plonger ce couple dans les pires travers justement de la perte d'emploi et dans le questionnement constant de qu'est-ce que fait l'autre. Oui, je vois. Et j'ai beaucoup Mhm. aimé justement cette structure dramatique, sans trop spoiler, qui fait que la femme de Mansu se pose constamment des questions sur lui et il y a des problèmes de couple mais qui sont générés uniquement parce que les deux, ils ont des visions préconçues du couple. Oui, complet. Et du coup, tout du long du film, le fait que les victimes de Mansu aient des traits de caractère qui fassent que tu te dis, bon bah lui c'est un stéréotype par contre du gars qui a perdu son emploi, c'est-à-dire il picole comme un trou, Mhm. il joue à des jeux d'argent, il mise sur la misère des autres, enfin que des trucs comme ça. Et le relief qui est donné par rapport à Mansu, c'est que Mansu épouse tout doucement certains petits traits de caractère Oui. de ses victimes. Mhm. Et du coup, se retrouve en fait à devenir la caricature de l'homme qui a perdu son emploi, alors qu'au contraire, il s'était juré de combattre ça et de rester fidèle à une certaine idée qu'il avait justement conçue avec sa femme de la famille pour ne pas céder. Pour ne pas céder. Et du coup, je trouve que ce relief est parfaitement amené tout du long de la dramaturgie, ce qui fait que là, tu vois, où tu t'es dit, je trouve que les meurtres ne font pas avancer le personnage, moi j'étais constamment en train de me dire, si, mais ils le font avancer de la pire manière possible. Ils le font céder en fait à des facilités ou en tout cas à des éléments qui normalement il devrait éviter. Si jamais il était un homme qui était un petit peu sain d'esprit ou en tout cas qui avait un certain recul pour se dire ah tiens ces éléments-là, j'avais dit que je les ferais pas, je les ferais pas. Voilà, c'est que des petits trucs comme ça en fait qui m'ont fait dire tout au long du film, c'est une dramaturgie qui est savamment conçue pour nous embarquer dans une histoire où ce qui pourrait sonner comme cliché ou comme facile ou comme trop premier degré, Mhm. comme c'est le cas avec la version de Gavras qui, moi je l'aime bien, mais je la trouve peut-être un petit peu trop monocorde, rigide, ça veut vraiment aller dans le macabre, dans le glauque. Oui. Le fait d'avoir ici justement ce personnage qui se retrouve justement à évoluer de façon à rebours presque par rapport à la logique qui devrait l'accompagner dans le sens où au contraire il se rapproche de son but. Qu'en se rapprochant Ouais, de son but, Mhm. il devrait devenir un meilleur homme. Et c'est pas le cas. Il devient un homme et un mari, voire même un père, qui est pas détestable non plus, Mhm. mais qui est un peu bené, voire même con. Et c'est tous ces éléments-là, en fait, qui m'ont fait prendre du relief et qui m'ont fait me dire, ah bah tiens, cette dramaturgie, tu vois, elle est intelligente. Donc je sais pas ce que toi, t'en as pensé du Non, coup non, de ton bah, côté, mais... moi de mon côté, je te dis, un peu comme toi sur ce côté où je comprends vraiment l'évolution du personnage par rapport à ce qu'il fait, mais c'est ce côté, comme je cesse de répéter, ce côté un peu humoristique qui m'a laissé un peu sur le côté, Ok. même si je comprends, même si j'ai bien apprécié quand même Je me suis pas du tout ennuyé pendant le film, malgré ces 139 minutes, loin de là, mais c'est ce côté où je m'attendais à plus de drame, et quand j'ai vu que ça partit plus sur la satire, plus sur l'idiotie du personnage principal qui n'arrive pas forcément à réaliser ce qu'il souhaite réaliser, où j'étais pas non plus forcément dedans. Ok. Donc voilà, mais bon. Et toi, en fait, du coup, c'est le fait que les trois scénaristes ont choisi d'amener vraiment de la satire et de la Oui, comédie qui t'a complètement. dérouté. Tu Oui, t'attendais complètement. vraiment à un film beaucoup plus glauque, Ouais, voire, plus voire drame, noir. Ok, plus d'accord. noir en fait, un film noir. Ouais. Je Ok. m'attendais vraiment à ce côté
pas film noir gangster, loin de là, mais film noir un peu dans le propos en fait. Ok, d'accord. Vraiment une reprise, peut-être une reprise un peu novatrice du concept que Gavras avait su parfaitement mener. Mais là, c'est ce côté, comme je disais, de comédie dramatique, de satire, de mordante un peu sur la société capitaliste, que j'ai pas trouvé forcément bien amené. Mais parce que je pense que c'est pas ma cam. Ok. Un peu comme Parasite où j'étais resté en dehors alors que tout le monde portait au nu le film. Ouais, bah, en fait, je pense que c'est ce qui fait la force, entre guillemets, du cinéma Mm. sud-coréen de manière Je pense générale, aussi. c'est que tous ces auteurs, en fait, sont passionnés par cette idée, justement, de, je dirais pas de bouleverser la société, mais en tout cas de la mettre à nu dans ces travers qui peuvent sembler les plus anecdotiques ou les plus simples. Pour Parasite, pour Bong Joon-ho, c'était clairement la lutte des classes et le Oui. fait d'avoir une Mhm. opposition entre des très riches et des très pauvres. Là, ici, c'est plus cette idée de vouloir jouer sur un homme qui a tout, qui perd tout du jour au lendemain, qui voit sa vie tout doucement diminuer Oui. et finalement céder à des obligations de société, vendre sa maison, accepter de prendre un Donner emploi à les mi-temps, chiens donner les chiens à ses grands-parents alors qu'on a son beau-père qui clairement est allergique aux chiens, aux chiens. tant pis. Et justement, c'est cette élégance qu'il y a dans le cinéma sud-coréen de prendre des sujets de société et de se dire ils sont pas monocordes. Faut pas Non, les non, voir non. que de façon glauque. Mhm. Et c'est ça que je trouve intelligent parce que clairement, quand c'est la France qui adapte ce genre de récit, il faut que ça soit noir, il faut que ça soit glauque, il faut que le Mhm. personnage il plonge en enfer, faut que Avant, vraiment il... moins maintenant je trouve, Ouais, mais avant ouais. moins maintenant. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on continuait d'avoir des cinéastes comme Costa Gavras aujourd'hui qui faisaient des films sur les travers de notre société, je pense que voilà, on aurait un peu tous envie de se tirer une balle et on serait clairement en train de dire le cinéma français c'est de la merde et on devrait tous crever quoi. Donc c'est peut-être pas le but. Mais le fait d'avoir ce relief entre guillemets et cette distance sociale, vu que c'est en Corée du Sud et que clairement c'est une société qui nous semble extrêmement éloignée, et de jouer justement avec cette noblesse de l'emploi qu'il faut absolument conserver, et lorsqu'on n'est pas face à ça et qu'on n'a pas la possibilité ou les outils de pouvoir réussir à reconquérir un emploi, parce que clairement on est sur un classement de 10, on est cinquième, et on sait que les Que c'est mort. 4 devant ils nous pinent la gueule et qu'on pourra jamais les battre, et ben cet amusant relief de se dire et ben si on essayait de les tuer, mais de le faire avec un petit peu de décalage, je trouve ça dédramatise un petit peu le film et en même temps, ça amène des moments qui, je trouve, sont assez savoureux Oui. et qui font un peu grincer des dents. Je dois avouer que cette scène de beuverie avec le mec dans son grand chalet, elle m'a bien pris à la gorge. Oui. J'étais en train de me dire, elle est aussi glauque que finalement très jouissive et en même temps, je suis pas très bien à quoi, je sais pas trop où me foutre. Et finalement, c'est tout ça, moi, qui me plaît beaucoup dans ce film et qui fait que même si je peux voir un petit peu ton point de vue, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est hyper créatif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. T'as adoré. Beaucoup. Je te propose qu'on passe à la mise en scène. Park Chan-wook, c'est clairement un metteur en scène qui est très créatif Oui. et qui, on va dire ici, depuis maintenant Decision to Live, parce que je trouve que Mademoiselle était quand même encore un petit peu à part déjà à ce moment-là. Il y avait un côté grandiose dans le choix des costumes, dans le choix des décors, dans le choix de l'époque et dans la narration et la manière avec laquelle il racontait son histoire, qui était beaucoup moins satirique, je trouve, déjà à l'époque. Oui, On sentait oui, qu'il y avait oui. un côté beaucoup plus premier degré et beaucoup plus macabre. Ça se sent depuis Decision to Live qu'il a un peu envie de jouer justement, comme je l'évoquais un petit peu, avec les tons. Oui. Et aussi avec les ambiances, parce que ce film est très intelligent dans sa manière de construire sa scénographie, mais au-delà de construire sa scénographie, je trouve est très intelligent dans sa manière de jouer justement avec la portée des décors et avec le décalage de Mansu dans les décors. C'est un truc qui m'a beaucoup plu, tu vois, par exemple, mais l'entretien d'embauche lorsqu'il est dans le grand bureau vitré, cette scène-là m'a beaucoup amusé, je trouve, en termes de mise en scène. Je sais pas si tu te rappelles précisément, Si, je me rappelle avec ce vraiment, halo oui. de lumière qui Oui. le traverse et lui qui passe son temps à faire À faire comme ça, oui. oui, oui, je vois totalement ce que vous voulez dire. Oui, non, mais complètement. Oui, je suis avec vous, je comprends. Et j'ai, par exemple, beaucoup aimé ces éléments-là, mais encore une fois, de manière globale, et je pense qu'on sera peut-être opposé là-dessus, je trouve en fait que l'idée qui drive toute la mise en scène de Park Chan-wook, c'est le décalage de ce héros par rapport à toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Ouais, et je ça, pense. personnellement, en termes de jeu de mise en scène, si c'est très mal fait, c'est une catastrophe. Oui. Et les films avec des tonalités comme ça, je peux vous en citer 1000, où on a des personnages de bêtes, des personnages bêtes qui se retrouvent dans des situations et qui ne savent pas les gérer. Et parfois, ça peut être bien amené, et parfois, c'est juste catastrophique et on a envie de leur mettre deux claques. Mansu est typiquement le genre de personnage que Park Chan-wook regarde avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Et du coup, il l'accompagne dans sa mise en scène et il fait que tous les décors sont des caricatures. Et ce personnage au milieu fait juste décaler.
Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai adoré encore une fois dans ce film. C'est ce côté, on a un héros. Ce héros, il a l'air complètement perdu au milieu de ce cadre. Et ben, essayons de voir s'il va réussir à trouver sa place à la fin. Ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que là, pareil non, pour le coup, je suis vraiment positif sur la mise en scène parce que moi, depuis même All Boy qu'on citait tout à l'heure, mais surtout ouais, des Chasing to Live, j'avais trouvé la mise en scène particulièrement vraiment réussie. Et là, je la trouve aussi réussie. Je trouve qu'elle colle parfaitement bien à l'univers pour le coup, puisque c'est vraiment très cette comédie un peu dramatique où il y a beaucoup de moments qui sont assez cocasses. Et ben la mise en scène avec toutes ces couleurs, notamment moi je pense à la scène où il est dans la forêt, ou même quand sur l'autre poster il est avec sa grande blouse rouge dans cette sorte de garage pour cacher les corps, on voit qu'il s'est beaucoup amusé, c'est très bigarré, il y a des couleurs de partout, il y a du jaune, du rouge, mais aussi un peu de gris quand il travaille ou autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. Il y a des cadrages qui sont complètement somptueux. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, c'est la scène du briquet dans le cinéma, avec le flashback de la femme du premier homme avec Mansour, qui va devoir réaliser quelque chose avec Mansour. Et là, j'ai trouvé la scène complètement sublime. C'est, je pense, une certaine référence à Hitchcock avec L'inconnu du Nord Express, avec la femme qui met son briquet et qui raconte une histoire, mais j'ai trouvé sublime. Ce moment, c'est un moment de cinéma pour moi, un peu hors du temps en plus, parce que ça arrive un peu de nulle part. Ils sont dans la forêt, ils vont raconter cette anecdote, et j'ai trouvé l'anecdote sublime. Je sais pas ce que tu en as pensé toi à ce moment-là, mais je trouvais ça vraiment bien réussi. En fait, je trouve que ce qui fait la force de Park Chan-wook de manière générale, c'est que il a ce que j'appellerais l'élégance de la transition. Ouais. C'est très compliqué à mettre vraiment des mots concrets là-dessus, mais je prendrai l'exemple de Scorsese. Scorsese est un cinéaste de la transition. C'est un cinéaste où quand vous regardez un de ses films, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule et même scène qui dure non-stop jusqu'à la fin du long métrage. Et c'est ce qui fait la grande force du cinéma de Scorsese, c'est qu'il y a un rythme et il y a une espèce de logique de composition qui fait qu'on avance et on ne s'arrête jamais. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi ça chez Park Chan-wook. C'est-à-dire que j'ai l'impression que son film, il avance constamment à 200 à l'heure et il veut jamais le freiner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit une montée constante et qu'il y a juste à la fin où ça va tomber Oui, raide. ça va, oui, ça va bien. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et cette scène-là, par exemple, est pour moi la symbolique parfaite de réussir à faire une transition très subtile entre ce qui pourrait sembler être une scène un peu glauque où on a un mec qui est en train d'observer un couple qui est en train de prendre un pique-nique dans la forêt, à comment tu m'as rencontré et comment on est tombé amoureux l'un de Ouais, l'autre. dingue, ouais. Et tu te dis, bah, c'est beau. Mhm. C'est beau. Et tu fais lien, encore une fois, avec le personnage de Mansour. Parce que constamment, tout du long du film, il passe son temps à dire qu'il est très amoureux de sa femme. Mais si vous deviez mettre des preuves de mise en scène sur l'amour de Mansour pour sa femme, il n'y en a pas beaucoup, hormis dans la première scène. Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui est très élégant de la part de Park Chan-wook, c'est de montrer qu'à un moment, dans le couple, parfois, lorsqu'un des membres traverse une crise, la crise se répercute sur l'autre. Et là, c'est la partie vraiment dramatique que Park Chan-wook arrive très bien à traiter, je trouve, au travers du regard qu'il porte sur la femme de Mansour, qui est une héroïne secondaire qui, je trouve, est particulièrement triste et qui le rend vraiment attachante pour le coup. Ah oui, Mansour, il joue très bien entre le pathétique et l'attachant. Cette femme, elle est vraiment triste. Et on a vraiment envie de s'attacher à elle parce qu'on sent que son objectif, c'est de faire tenir cette famille malgré tout ce qui se passe. Et cela jusque dans les dernières minutes. Ce que je trouvais être particulièrement juste et particulièrement fin de la part de Park Chan-wook. Enfin, et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'en termes de pure esthétique, comme tu l'as si bien dit, la structure globale des plans, c'est chiadé. Oui, c'est vraiment chiadé. Il y a des plans qui sont vraiment jolis. Mais de toute façon, je m'y attendais pas moins de Park Chan-wook parce qu'il est assez réputé pour ça. Et il gère très bien ses cadrages, il gère très bien la luminosité de ses plans. Il y a vraiment des plans qui sont vraiment très beaux tout au long du film. Mais encore une fois, de mon point de vue, c'est très bien de faire des beaux plans, mais il faut avoir quelque chose à raconter. Non, je rigole. Il y a ce côté. Non, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a eu le choix que, si je ne me plante pas, Gavras n'avait pas. C'est-à-dire que Gavras, je crois que les 3/4 de ses scènes, justement, un peu glauques, espace de nuit, Oui, tout si à je fait. ne dis pas de bêtises. Lui, c'est 2 jours. Et voilà. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Oui. C'est que, justement, en construisant un macabre le C'est jour, tu fais en sorte d'amener une forme de décalage. Et moi, j'ai toujours, Bah, ça marche, oui. j'ai toujours beaucoup de respect pour les metteurs en scène qui arrivent à faire peur quand il fait plein jour. C'est très difficile Oui. de réussir à faire peur, ou en tout cas de jouer avec des tons ou des jeux de genre quand il fait jour. Parce que quand il fait jour, tu vois tout. Tu peux pas te cacher, tu peux pas te dissimuler, tu peux pas te mettre dans un coin et attendre que l'autre personne arrive et la choper par le callback. Non, peu importe où tu seras, il va te voir. Et ici, c'est drôle parce que du coup, tout du long du film, tout ce qui doit être justement glauque, noir, macabre, et ben Mansour, il décide de le faire en plein jour. C'est vrai. Parce qu'il est con.
On va pas se mentir, il est con. Mais c'est cette bêtise, entre guillemets, c'est cette, on va dire, rigueur. Enfin, c'est ce qui est drôle, c'est que dans sa mise en scène, Park Chan-wook, il accompagne vraiment Mansu tout au long de sa journée, comme si ce qu'il était en train de faire, c'était son boulot. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que je trouve que dans la mise en ça scène, l'est, ouais. il y a le côté rigoureux et méthodique d'un travailleur, mais qui se met au service de décimer la concurrence, quoi. Ce qui encore une fois, est une drôle de manière de vouloir jouer avec la mise en scène, mais qui permet, entre guillemets, à Park Chan-wook de faire, moi, ce que j'aime beaucoup et avec lequel tu as un petit peu plus de difficultés, mais d'avoir justement un jeu de tonalité et de genre qui fait qu'on ne se retrouve pas uniquement en train de regarder un gars qui est en train de dézinguer toute sa concurrence, mais on regarde un gars juste essayer de dézinguer la concurrence. C'est ce qui m'a beaucoup plu, encore une fois. Je te propose qu'on passe au casting. Niveau casting, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'acteurs qui ressortent plus que ça du lot. Qui est-ce qu'on va citer? On va citer Park Hee-sun, qui joue donc, si je ne me plante pas, le mania influenceur. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Oui. La tête de con. Oui, J'ai envie de l'appeler la tête de con au cigare. Très très bon lui pour le coup. On a Seung Yong-cha qui joue donc Gang Si-jo, qui est donc la première victime, si je ne dis pas de bêtises, de Mansu, qui est vraiment bien lui aussi. Oui, parce il est bien dans qu'il son rôle. C'est vrai qu'on n'en a pas C'est parlé. le plus intéressant d'ailleurs, je pense. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée aussi et dans laquelle il joue justement, c'est la scène de la chaîne IFI. Oui, bah cette scène est vraiment bien. Ouais, cette scène, Pour le coup, là, elle est cocasse et elle est vraiment bien réussie. Là, je me la suis prise parce qu'elle est vraiment bien faite. Et puis elle arrive au bon moment. Au bon moment, il y a un jeu avec la musique, avec la femme qui arrivait derrière, etc. Là, ça marche vraiment bien. Ouais, non, ça marche vraiment bien. On a Yoo Jin-sun qui joue donc Miri, la femme de Mansu. Bon, elle, extraordinaire. Elle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai trouvé vraiment bon dans son rôle, dans son interprétation, dans sa tonalité de dialogue et même ce contraste. En fait, elle est toujours en contraste avec son mari, comme tu le disais si bien. Son mari qui traverse une période difficile et du coup, ça répercute totalement sur le couple. Et je trouve qu'elle donne un certain point d'ancrage et d'une certaine tonalité différente et qui marche vraiment bien. Les rares interactions qu'elle a avec son mari, par exemple quand elle revient de la fête costumée où elle est en indienne, en Pocahontas, et là il y a toute une scène de dialogue entre eux qui fonctionne très bien. Je trouve qu'elle apporte vraiment au propos du film. Et elle a une interprétation qui est très subtile, ce qui est très détonnant en fait, parce que je trouve que ce qui fait ressortir la direction d'acteur de Park Chan-wook, c'est qu'il a une direction d'acteur qui, je trouve, est très occidentale. C'est très particulier, mais le jeu sud-coréen, c'est un jeu qui peut vite partir dans les grandes envolées où les personnages hurlent ou ont tendance à parler un petit peu fort. Et il a une direction d'acteur qui, lui, de son côté, lui permet un petit peu de gérer justement cette possibilité-là d'avoir des acteurs qui partent un petit peu dans tous les sens. Et au contraire, d'avoir une interprétation beaucoup plus subtile. Et pour le coup, moi, je trouve que Yoo Jin-sun, c'est exactement ça. C'est cette subtilité, cette sobriété à l'occidental, mais avec une base d'interprétation à l'oriental, qui fait que tu as plein de scènes où elle est juste en arrière-plan, mais tu regardes que elle. Le plan où le personnage de Mansu se fait interroger par les policiers, où elle est en arrière-plan. Oui, ça. Pépite. Oui, elle ça, est exceptionnelle du début à la fin de cette scène. Enfin, moi, elle m'a scotché. Ouais. Et donc, forcément, il faut qu'on parle de Lee Byung-hun, Ouais. qui... Est-ce qu'il a besoin, encore une fois, de prouver que c'est un grand acteur? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a besoin de montrer, encore une fois, qu'il est, pour moi, l'égérie du cinéma sud-coréen depuis le début des années 2000? Je ne pense pas non plus, mais il continue de le faire. Ouais, sacrée performance. Rien à dire là-dessus, franchement. Il joue vraiment très bien ce côté, comme tu disais, si bien attachant, mais en même temps assez comique, assez amateur, assez imprudent dans ses gestes, assez même idiot, en fait, en tant que père de famille qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui se rend dans cette quête un peu cauchemardesque. Il joue vraiment bien sur Moi, ce côté-là. Ce que j'aime beaucoup chez Lee Byung-hun, c'est qu'il y a une vraie différence entre lui qui joue le manipulateur et quand il se fait prendre la main dans le sac. Moi, j'aime beaucoup la manière qu'il a de switcher du personnage qui est vraiment très sérieux, très noir, à « Comment ça Oh non, mais non, j'ai pas fait de conneries !» Et j'adore cette élégance qu'il a de réussir à faire sortir son personnage pendant une fraction de seconde complètement de la scène et de dire, bah ouais, ça fonctionne hyper bien. Et ça, je trouve que c'est un tic d'acteur qu'on retrouve beaucoup en France, mais qui n'est pas toujours très subtil. Le côté, j'ai été pris la main dans le sac, mais je fais comme si, bon non. Oui, je vois bien. Tu vois le genre de truc, ouais. le genre de truc que Gad Elmaleh jouait très bien à une époque et qu'aujourd'hui il joue extrêmement mal. Mais voilà, c'est un trait de caractère qui pour moi traduit le fait que c'est vraiment un immense acteur qui arrive hyper bien à jouer des personnages qui ont vraiment une densité d'interprétation et d'émotion qui n'est pas toujours si facile que ça à jouer. Mais là, c'est exceptionnel pour le coup.
Oui, tout à fait. Moi, j'ajouterais juste petite sur les acteurs. C'est les deux enfants que je trouve qui sont Oui. complètement en dehors en fait. Et ça, je trouve que c'est une erreur, un certain ratage de Park Chan-wook parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'impact sur la relation entre les parents avec les enfants et même les enfants entre eux. Ils sont dans cette situation. Au début, il y a des scènes qui sont assez marrantes, qui fonctionnent très bien, où la mère va dire bon bah là on n'a plus d'argent, donc on va couper Netflix, on va arrêter un peu les achats, on va devoir donner les chiens aux parents. Il n'y a plus de bacon dans ce qu'ils mangent, donc ils cherchent la viande, il n'y en a pas dans ce qu'ils mangent. Et donc il y a le gamin qui se lève et qui dit bah, je m'en vais parce qu'il faut que je finisse ma série avant qu'on coupe, Qu'on coupe avant Netflix. qu'on coupe Netflix. Et je trouve que là il y avait quelque chose à créer en fait sur les enfants et ça aurait pu donner du relief un peu à l'histoire. Et c'est complètement oublié. C'est dissimulé un peu dans le propos et on les voit plus. Même la gamine qui cherche ses chiens, bah son père dit oh, t'inquiète pas ils vont revenir, mais à part ça on les voit plus. Ça je trouve ça dommage. Ouais. Je trouve qu'ils sont mis vraiment de côté pour le coup. Et il aurait pu créer quelque chose sur ces 139 minutes, longues 139 minutes, il aurait pu créer quelque chose à un certain moment de plus humain, de plus intéressant par rapport à sa relation avec ses enfants. Je C'est mon point de vois vue. ce que tu veux dire. Ça me permet d'aller te corriger Ouais. parce qu'en fait, Sung Yong-cha, c'est le fils et Yoon Seok, c'est la fille. Ok, Et ça me permet de corriger. Et donc, Sung Min Lee, c'est lui, c'est le lui fameux le mec. fameux. Mais ouais, tu fais bien quand même de rappeler ces deux enfants parce que la petite, notamment, son interprétation est très compliquée parce qu'en fait, elle fait du mimétisme par rapport aux phrases qu'elle entend et qu'elle veut retenir. Mhm. Et j'ai bien aimé cette petite subtilité de jeu qui fait que on sent que c'est une jeune actrice et qu'elle aurait pu un petit peu avoir des difficultés à interpréter ce personnage-là. Et pour autant, ce tic qu'a réussi à lui inclure Park Chan-wook dans son personnage fait que réellement elle est mystérieuse, drôle et en même temps elle a ce côté presque moralisateur qui arrive toujours à des petits moments importants. Mhm. Et j'avoue que tu fais bien de parler de son interprétation parce que pour le coup, moi, elle m'a un petit peu marqué à la fin. J'étais en train de me dire, ouais, il est drôle son personnage. Ouais, je vois. C'est pas forcément Mhm. le souhait, mais il fonctionne extrêmement bien. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de aucun autre choix? Bon, en substance, je pense que ça va être un sacré événement, je pense, de l'année 2026, à mon avis, parce que Retour de Park Chan-wook, depuis 2022, on ne l'avait pas vu. Donc j'en retiens, écoute, un film plutôt pas mal, je mettrais un petit 3 sur 5 si je devais mettre une note. Ce côté, ouais, où c'est intéressant, j'ai bien aimé le côté, voilà, comédie dramatique, etc., critique du capitalisme, satire sociale, j'ai bien compris. Mais je m'attendais à un peu mieux. Je trouve la réalisation est très bien faite, comme d'habitude avec Park Chan-wook. Mais pour ma part, j'ai été un peu en dehors, tant de la narration que des personnages. Donc voilà, un bon petit film, sympathique, mais je pense que ceux qui ont aimé particulièrement Parasite, vous allez adorer. Je pense que ça rentre vraiment dans cette suite logique de la satire sociale entre humour et drame. Mais pour moi, malheureusement, je suis de côté. C'est pas grave, Et ça toi, arrive. chef-d'œuvre de l'année? Alors, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année non plus, on est en février, mon cher. Mais clairement, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement ludique, extrêmement fun. Je trouve qu'encore une fois, on retrouve l'esprit très espiègle et amusant de Park Chan-wook, mais mêlé au sein d'un film qui se voudrait dramatique, mais qui ne l'est pas complètement. C'est pour moi la grande force du film, en fait, c'est de partir d'une base où on pourrait se dire c'est noir, c'est glauque, c'est macabre, on va jouer à fond la carte là-dessus. Et pas du tout, de voir un réalisateur s'en emparer et se dire, bah non, si on raconte ce genre d'histoire et qu'on le fait de façon macabre, les gens vont pas du tout adhérer à ce genre de récit, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement, où clairement il y a une crise de l'emploi, il y a une crise identitaire aussi par rapport au fait qu'on a envie généralement de travailler dans un métier où on a envie de s'y consacrer à fond et de presque se dire, ce métier c'est ma passion. Et je trouve que cette inspiration qui part de là, pour ensuite générer un film qui joue de façon très intelligente entre comédie, dramatique, satire, décalage, humour, ça donne un moment de cinéma qui vraiment est entraînant. Vince l'a précisé, mais c'est bien de leur dire, c'est peut-être un petit peu long. Oui. 2h20, voilà. 2 heures, ça aurait peut-être été 2 bien. heures aurait été mieux. Ça aurait Je pense été bien. aussi. 2h20, c'est peut-être un petit peu trop costaud pour ce que c'est. Mais de mon côté, aucun autre choix de Park Chan-wook. Ça reste un film très important, je pense, à regarder. Très divertissant aussi. Réjouissant, dans le sens où ça nous fait voir un aspect de notre société de façon plus humoristique, amusante et avec ce petit twist qui fait que d'un seul coup on se dit « Ah oui, ça c'est drôle. Mhm. Je pense pas que je le ferais, mais c'est drôle. » Et pour ces choses-là, ouais, quand même, moi je vous le conseille. Merci mon cher Vincent. Merci à toi. Je sais qu'on se revoit le mois prochain Tout à fait. pour changer radicalement de Vendu. genre. On va changer radicalement de tonalité. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Bon, et au cas où il y a mon employeur qui passe devant cette vidéo, non, il ne se passera rien d'aussi grave. N'ayez aucun souci avec moi en tout cas. Toi, je sais pas.